Togo Info. Le Togo à votre portée. Les Togolais ou les militants et les partis et sympathisants du parti politique MPDD et de la dynamique Monseigneur Podro s'attendaient donc à d'autres phénomènes ou bien à une autre réaction de la part de la Cour constitutionnelle hier, mais tel n'a pas été le cas. Plutôt, la Cour constitutionnelle a proclamé ou disons confirmé la réélection de Faure Issa Zimna Nyasingbe, le candidat du parti au pouvoir Union pour la République, celui-ci crédité de 70,78%. Et pour décrypter tout cela, nous avons avec nous professeur Charles Kondi Agba. Alors, encore une fois, monsieur le délégué national, bonjour. Rebonjour, Joachim. Voilà. Et vous avez l'air très content ce matin, visiblement, à cause peut-être des résultats définitifs donnés par la Cour constitutionnelle. Mais quand même, dites-nous, monsieur le ministre, le sentiment qui vous anime en ce moment après les résultats. Écoutez, vous l'avez dit vous-même, hein, vous voyez un visage de contentement. Encore que la joie aurait pu être plus expressive, mais vous savez, moi, je suis MSU. Nous sommes le mouvement des sages. Nous, chez nous, les joies sont plutôt intérieures. Nous sommes contents, mais nous laissons à notre jeunesse, le MJU, nous laissons aux femmes d'exprimer un peu plus bruyamment la satisfaction que nous avons au parti. Ah, voilà. Et donc, avez-vous quand même le sentiment, à votre niveau, au niveau de votre mouvement, d'avoir accompli ou bien joué les rôles qui sont les vôtres dans la victoire de Faure Nyasingbe? Oui, je pense que si. Le candidat lui-même sait le travail qu'il nous a donné à faire. Et vous savez que quand il a parcouru tout le pays, il ne pouvait pas aller partout, encore qu'il s'est beaucoup déplacé. Beaucoup de ses lieutenants, les ministres en fonction, les hauts fonctionnaires, nous avons fait le reste. En ce qui concerne les mouvements que nous sommes, même le MSU, nous avons été aussi vers les populations pour aider à expliquer tous les acquis de ces actions. Bon, je pense que les résultats montrent à suffisance que chacun de nous a contribué à cette victoire-là. Chacun de vous a contribué donc à cette victoire. Mais est-ce que cette victoire, vous l'assimilez à un défi ou bien sous quel signe placez-vous cette victoire écrasante du chef de l'État? Bon, habituellement, nous ne disons pas beaucoup écrasante. Nous n'avons pas écrasé l'adversaire. Disons que la victoire est éclatante. Oui, mais elle est brillante. Monsieur le ministre, c'est la première fois au Togo, dans l'histoire de notre pays, que à la fin d'une élection, un candidat remporte le scrutin avec ce score. Non, ce n'est pas la première fois qu'on voit ça dans le monde. Il y en a partout. Non, je parle du Togo. Oui, bon, vous avez, il a déjà dépassé le cap des 60% à l'une des élections. Donc, cette année, la campagne qu'il a faite, les acquis, comme je l'ai dit à l'instant même, ont convaincu le peuple. Et surtout le programme qu'il a annoncé. Tout au long de la campagne, nous avons dit ce que nous allons faire au bout de ce qui a été déjà fait. Mais tout cela a séduit l'électorat. Et tout le monde s'est précipité. Vous avez vu le jour des élections, il y avait un engouement. Le taux de participation est très élevé. Et chacun d'eux attend de voir ce que le président Faure va faire. Vous avez raison de dire que c'est une sorte de défi, puisque beaucoup d'annonces ont été faites. Nous avons fait en sorte, le président a fait en sorte que ce ne soit pas des illusions. Tout ce qui a été dit est quelque chose de faisable, puisque ce sont des actions qui vont se mettre au bout de ce qui a été déjà fait. Qu'il s'agisse de tous les domaines, dans l'éducation, les actions pour la femme, pour la jeunesse, beaucoup de choses ont été mises en chantier. Eh bien, le président Faure, réélu, va continuer dans ce sens-là. C'est en cela qu'on peut dire que oui, il y a un défi de tout ce qui a été dit et le peuple est dans l'attente de voir ce qui va se passer dans les jours, dans les mois, dans les années à venir. En fait, il a un quinquennat, n'est-ce pas, pour tenir sa parole. Oui, il a un quinquennat et c'est le 4e mandat. Et pour ce 4e mandat, 10 Togolais, disons 7 Togolais sur 10 ont demandé à Faure de continuer. Oui. Alors, je vous l'ai déjà dit ici. Je vous l'ai déjà dit. J'ai dit, vous avez une façon de compter qui n'est pas automatiquement celle que nous utilisons au Parti uni. Nous avons mis les choses à plat. Dans tous les pays, c'est comme ça. Lorsque vous avez modifié fondamentalement la loi fondamentale, on repart à zéro. Alors, Faure vient de commencer, dès aujourd'hui même, son premier mandat de cette nouvelle constitution. Donc, ne martelez pas il a quand même fait 3 mandats déjà. Rien n'est rétroactif. Vous vous rappelez cette querelle? Ne parlez pas de rétroactivité. Ce qui s'est passé derrière, c'est derrière ça.
Oui, mais Bien. ce n'est pas quand même discontinu. C'est lui qui était là jusqu'à ce jour. Comme ce n'est pas la même constitution, on Ah. ne compte pas comme ça. Mais dans tous les cas, Oui. vous avez raison de dire, vous aussi, comme tout le reste du peuple, attendons donc, mettons nos travail avec le président fort pour que tout ce qui a été annoncé se réalise. Voilà, 7 Togolais sur 10 ont choisi Fogna Singbe. Oui. Qu'est-ce que cela peut sous-entendre? Est-ce que à l'avenir, tout le monde apprécie, il n'y aura plus peut-être de mouvements, de grèves ou bien ceci, cela dans le pays? Tout peuple progresse par des petites crises comme vous venez de le dire. C'est normal. Si c'était le bonheur béat, ça va devenir trop vite ennuyeux. Mais à un certain moment, il faut que le peuple puisse exprimer ou un mécontentement ou un contentement. Et ce sont ces petites crises-là qui font que l'on progresse. Si vous gouvernez dans la béatitude, je vous assure que ça va être très rapidement ennuyeux. Mais, si vous vous rappelez bien, les crises dont vous parlez, ceux qui les ont provoquées, où sont-ils? C'était donc de fausses crises. Moi, je vous l'ai dit ici, à votre micro ici. La Banque sociale, le lendemain lendemain de la feuille de route. Oui. Vous vous rappelez que vous m'avez invité? Je vous ai invité. Voilà, ici, je vous ai dit que ce n'était pas de vraies crises, ça. Elles se sont étiolées. Comme des feuilles mortes, elles se sont... Les auteurs de ces crises, où sont-ils aujourd'hui? Le peuple a dit, nous ne nous laissons pas tromper. Nous savons où est la vérité, nous savons où est l'action positive, et c'est pourquoi vous avez dit, 7 Togolais sur 10, vous avez raison, 70%, c'est bien, vous calculez bien. 70% du peuple fait confiance au président fort, et nous allons travailler avec lui. Oui, mais quand même, je reviens encore à ma question. Oui. Est-ce que cela peut insinuer ou laisser croire, comme si 7 Togolais très bien satisfaits sur les 10 de ce que fait le chef de l'État, et donc il n'y aurait plus peut-être de grogne sociale, etc. Non, c'est pourquoi je vous dis qu'on ne peut pas dire ça. D'abord, comme vous le dites vous-même, il y en a 3 sur 10. 3 sur 10 qu'il faut maintenant continuer à convaincre, à lui montrer la justesse. Pourquoi ménager? Non, lui montrer la justesse des choix du président fort. C'est ce que nous allons faire ensemble. Mais de petites crises peuvent survenir. Dans tous les ménages, même les mieux assis, il y a toujours de petites crises. Nous ne pouvons pas dire qu'au Togo, désormais, c'est le bonheur complet. Je vous assure que moi, dans un Togo comme ça, je n'aimerais pas vivre. Ça va devenir ennuyeux. Il faut que de temps en temps, il y ait des petits heures que nous réglons. C'est ça la vie. C'est ça l'expression et la vitalité de la démocratie. Absolument. Est-ce que sur le plan politique aussi, vous l'admettrez? C'est-à-dire des mouvements de contestation, etc. Mais pourquoi pas? Nous sommes presque 8 millions de Togolais. Chacun de nous a ses problèmes, les corporations leurs problèmes. Qu'un jour ou l'autre, ils puissent la formaliser et la présenter au gouvernement, cela est normal. D'accord. Oui, bien absolument. Alors, l'opposition conteste. Oui. Dans son ensemble, hein, et surtout ceux qui ont participé à ces élections, de même que des partis qui n'ont pas pris part à ces élections, contestent la victoire de Fogna Singbe et ne croient pas du tout en la sincérité des chiffres. Alors, Monsieur le ministre, qu'est-ce que vous leur répondez? Écoutez, nous avons dans ce pays une haute juridiction. C'est la plus haute. Lorsque la Cour constitutionnelle s'est prononcée, c'est pourquoi tout le monde s'est précipité hier, où vous étiez à la Cour constitutionnelle vous-même, où vous étiez devant votre téléviseur. Chacun voulait voir les fameux griefs de la partie adverse. Quelles sont les preuves qu'il a données de tout ce qu'il a signalé comme devant faire annuler une partie ou toute l'élection? Certains candidats ont demandé carrément qu'on annule toute l'élection. La Cour constitutionnelle les a cités les uns après les autres et a dit que le plaignant n'a produit aucune preuve. Il ne suffit pas de dire on m'a fait ceci, on m'a fait ceci. La Cour constitutionnelle a même dit qu'elle avait elle-même ses propres observateurs et qu'elle n'a pas constaté cela et les procès verbaux n'ont rien signalé. Quand vous dites on a chassé mes délégués de tel bureau de vote, oui. Et on regarde sur le procès verbal, les fameux délégués en question ont signé devant leur nom. Ça veut dire que c'était faux. Ça veut dire que c'était faux. La Cour constitutionnelle l'a dit et la requête est recevable, certes, mais elle est rejetée. Vous savez, quand la Cour constitutionnelle s'est prononcée, moi je n'ai plus de commentaires à faire. C'est notre plus haute règle. S'ils ont une autre juridiction, bon ben ils n'ont qu'à aller devant celle-là. Est-ce que ce n'est pas une échappatoire? Pourquoi une échappatoire? Des hauts juges comme ça vont faire une échappatoire. On nous a soumis un document. Vous savez, c'est ce qu'on appelle le troisième pouvoir. Ils sont totalement indépendants de l'exécutif, totalement indépendants du législatif. On leur soumet une affaire. Monsieur le ministre, au Togo, les institutions sont vraiment indépendantes
de l'influence de l'exécutif, ou etc. Depuis Alexis de Tocqueville, nous avons pris sur les bancs de l'école, nous l'avons pratiqué. Une démocratie, c'est 3 pouvoirs. Sinon, la Cour constitutionnelle allait s'installer au Parlement. Non, c'est une institution totalement à part, elle est indépendante. Au Togo comme ailleurs, elle est indépendante. Monsieur Agboyome, le candidat Agboyome Kodjo a fondé ses requêtes sur plusieurs greffes. Oui. D'abord, il a parlé du non-financement de la campagne des candidats par l'État. Oui. Pourquoi on a choisi Monsieur Joachim. Oui. Monsieur Joachim. C'est l'un des greffes portés contre... La Cour lui a répondu. La Cour lui a répondu, vous étiez 7 candidats. Comme on n'a financé aucun de vos 7, c'est l'égalité des 7 candidats. C'est ce que la Cour a dit. En outre, moi je vous invite, allez sur Google, allez sur n'importe quel pays. Quand l'État finance les élections, c'est toujours après le scrutin. Toujours après, même en France. On ne vous finance pas avant, ce serait trop facile. Oui, mais en 2015, ça n'a pas été le cas. En 2015, vous avez financé aussi. Il y a un apprentissage à tout. Que cela se soit fait en 2015 et pas en 2020, nous sommes plus... Mais le gouvernement est dans son droit. Le gouvernement est dans son droit de dire, je vous annonce que vous avez ça. Vous vous conformez à cela, vous vous organisez. Je sais que nous allons avoir chacun de nous, je crois que c'est autour de 42 millions. Oui. Chacun de sait ça. Mais dire que vous êtes candidat parce que vous attendez qu'on vous donne 42 millions avant de commencer votre campagne ou bien de la faire, c'est ridicule. C'est se moquer du peuple. Oui, vous n'allez aux élections qu'à cause des 42 millions. Mais monsieur le ministre, on sait bien quand même qu'en 2015, les gens ont obtenu 72 millions. Oui. Et nous étions en 2018. Oui. Très rapidement, on a financé aussi les législatives. Oui. Nous étions en 2019. Très rapidement, on a financé les locales. Oui. Ah mais, et pourquoi subitement, en 2020, on dit que ce serait postpone, c'est-à-dire à période de post-campagne? Le gouvernement est dans son droit. Nulle part il n'est écrit. Nulle part il n'est écrit que lorsqu'on a annoncé ça dès le lendemain, chacun reçoit son enveloppe. Ou bien à Uni, on craignait que si on remettait l'argent aux gens, ils pourraient toutefois essayer de convaincre leurs représentants et puis vous gagnez. Ah, ça c'est nouveau ça. Donc c'est l'argent que l'État leur donne qui permet d'acheter des voix. Non, moi je vous pose des questions, pas acheter des voix. Comment? C'est-à-dire payer leurs représentants dans les bureaux de vote. Mais même ça, on ne le fera jamais, ça. Le gouvernement ne le fera jamais. Quand vous envoyez des observateurs, il faut constater le service fait d'abord. Vous ne pouvez pas venir Joachim avec une liste de voilà mes 2000 observateurs, donnez-moi l'argent des 2000. Et s'ils ne sont jamais observateurs, il faut qu'on constate qu'ils ont été effectivement dans la salle le bureau de vote avant de... Il faut constater le service fait. Ça ne se fera jamais à l'avance. Ça ne se fera jamais à l'avance. En tout cas, nous attendons de voir, quelqu'un dira en anglais, wait and see. Alors, il y a eu l'institution des délégués du MPDD dans certains bureaux de vote. M. Agboyome, là aussi, dit, mais la Cour constitutionnelle a dit, jamais cela. Bon, je n'ai rien à ajouter, monsieur Joachim. Mais puisqu'il y avait d'autres observateurs, pourquoi on va choisir d'expulser les observateurs ou les délégués du MPDD? Et où étaient celles de MCD? Où étaient ceux de ADI? Pourquoi ils n'ont pas signalé cela? Pourquoi les procès-verbaux issus des bureaux de vote n'ont pas dit « Ah, nous on était effectivement témoins, effectivement ce que le MPDD a dit est vrai ». C'est pourquoi la Cour constitutionnelle dit « Non, nulle part, ni l'observateur de la Cour constitutionnelle, ni les observateurs des autres partis n'ont signalé cela. » Donc c'était de l'invention pure et simple. Invention pure et simple. Mais l'autre aspect, c'est que tous les 6 autres candidats ont dit qu'il y a eu bourrage d'urne. D'autres ont dit on a également empêché leurs militants ou leurs représentants dans les bureaux de vote. Et tous unanimement, que ce soit l'ANC, que ce soit le Santé du Peuple ou bien PSR, professeur Aimé Goguet, etc., y compris à Guémé aussi, ils disent que vraiment les chiffres qui ont été donnés n'étaient pas la réalité, la vérité des urnes. C'est la vérité des urnes pour plusieurs raisons. Les procès-verbaux qu'ils ont, eux, et qui ne sont pas conformes à ceux de la Cour constitutionnelle ou de la CENI, qu'ils les sortent. C'est le moment, ça. Ils avaient toute l'attitude de sortir d'autres procès-verbaux. Voici les vrais chiffres. Et la Cour constitutionnelle aurait statué sur cela. Il ne suffit pas de rester chez soi pour dire non, les chiffres ne sont pas vrais, ce n'est pas la vérité des peuples, et de n'apporter aucune preuve de ce qu'on dit. Les procès-verbaux que les 7 candidats ont, c'est ce que la CENI a utilisé. Si l'un ou l'autre
à d'autres procès-verbaux, mais c'est le moment de sortir. C'est même un peu tard parce qu'il fallait les sortir, les présenter à la Cour constitutionnelle. Là où nous sommes là, lorsque la Cour constitutionnelle a dit le droit, on se tait. Et donc c'est fini. Mais c'est fini. Définitivement. Il n'y a pas d'autre institution, au Togo en tout cas. Maintenant, nous attendons de voir ce que le candidat de la dynamique, Ouattara, va faire. S'il dit qu'il va bon, peut-être il va aller à l'OUA, à l'Union africaine. L'Union africaine nous a envoyé ici ces observateurs qui ont déjà donné un rapport, tout est OK. Il va aller à la CEDEAO. Et ces observateurs, en tout cas, leur rapport produit peut-être le sujet à caution. Pourquoi Ceux qui les ont mandatés n'ont en tout cas pas remis en cause le rapport. Quand l'Union africaine envoie des observateurs, qui leur remet, il dit OK. C'est pour ça qu'on les a envoyés. Et c'est là votre, je ne dirais pas compatriote, mais il est de la même localité que vous. Qui ça? Monsieur Kofi Yamyan. Oui. Il dit qu'il a vu en 2010 le Togo acheter les observateurs. C'est Kofi Yamyan ça. C'est Kofi Yamyan, je le connais. Il est de Bassar. C'est votre frère. Il est de Bassar comme moi. Oui. Mais c'est normal, il joue son rôle, il est dans son rôle. Lui-même aspire à quoi? Il est un opposant. Et il aspire lui-même à se présenter, encore qu'il a quelques petites difficultés en France là-bas. C'est pourquoi depuis il ne revient plus ici. C'est normal qu'il dise ça. Vous voyez Kofi Yamyan en train d'applaudir, vive Ford Gnassingbé, tu as bien gagné, il ne dira jamais ça. Il ne dira jamais ça. C'est comme dans votre profession, il y a des journaux dont on connaît la ligne éditoriale. Quel que soit ce que le Togo va faire de bien, comme c'est leur ligne éditoriale, ils ne diront jamais bravo. Donc il n'est pas objectif? Oh, ça, Kofi Yamyan, je vous dis que je le connais. Il ne peut pas être objectif. Il est dans le sens d'appuyer tout ce que l'opposition peut faire. Je connais Kofi Yamyan plus que vous. Oui, mais fondamentalement, revenons sur le problème qu'il pose. Oui, il dit que au Togo, on achète les observateurs, on les corrompt. La Cour constitutionnelle dit amener la preuve de cela. Si Kofi Yamyan peut nous amener la preuve de ce qu'il dit, nous allons croire. S'il ne l'amène pas, ce n'est qu'un effet de parole, il déclare ce qu'il veut. Alors, il faut amener la preuve de ce que vous avez, ou bien vous l'avez filmé, ou bien vous avez trouvé le corrompu qui vient avec vous et qui certifie tel jour, à tel endroit, celui-ci m'a corrompu pour que je fasse ceci. Quand nous aurons vu cela, nous croirons. Quand nous ne l'aurons pas vu, bon, Kofi Yamyan peut dire ce qu'il veut. Voilà, que ce soit la CEDEAO, la CENSAD, l'Union africaine, etc., ils ont tous applaudi le bon déroulement et le caractère apaisé du scrutin. Alhamdulillah. Voilà, cependant, oui. Au niveau du groupe des 5, en tout cas, une des grandes puissances, les États-Unis d'Amérique, estime ou bien avait demandé que les résultats soient publiés bureau de vote ou pas bureau de vote. Monsieur Joachim, personne n'empêche Agbemé Kojo de publier les procès-verbaux qu'il a. Il peut prendre n'importe quel journal, même celui qui vient, vous venez de citer, et il prend ses procès-verbaux et il les publie. Personne ne l'en empêche. Mais le ministère de l'administration territoriale, la CENI dit que nulle part, ils ne sont obligés de le faire. Chaque candidat a envoyé des observateurs, chaque candidat a ses procès-verbaux. Qu'il choisisse le journal qu'il veut et qu'il le publie. Vous avez vu que la Cour... Et c'est un moment que vous allez croire ou bien comment? Parce que l'officiel ne croit pas. Nous croyons déjà ce que nous avons, puisque nous aussi nous avons les mêmes procès-verbaux. Oui. Chaque candidat a envoyé des observateurs, nous avons nos procès-verbaux. C'est pourquoi dès le soir du scrutin, chacun d'eux peut connaître les tendances. L'un des candidats nous a dit qu'à midi, lui, il connaîtrait déjà les résultats et serait déjà président. Ce qui est vraiment curieux. Mais nous disons à partir de 16 h, lorsqu'on ferme les bureaux de vote, moi par exemple, je me suis promené dans plusieurs bureaux. J'ai assisté personnellement au dépouillement. Personnellement, j'ai assisté à cela. Donc, si M. Agbemé Kojo a des procès-verbaux, si Adi a des procès-verbaux, si MCD a des procès-verbaux, les journaux togolais vont se faire un plaisir de les publier. Oui, mais où se trouve le problème que le gouvernement refuse d'accéder à cette demande ou à cette requête de l'ambassade des USA? Mais vous avez gagné de manière éclatante. Si le candidat, les candidats que, je ne dis pas que le gouvernement américain ou l'ambassadeur soutient des candidats. Non, c'est pas ça. Chacun des candidats peut publier les résultats qu'il a. Mais le code électoral ne nous fait obligation à aucun moment de le faire. Vous aurez remarqué que hier, la Cour constitutionnelle a publié ses résultats région par région. Vous l'avez remarqué ça, monsieur?
Je l'ai remarqué. La CENI a publié par préfecture. La Cour constitutionnelle a estimé que c'était de son droit de publier les résultats région par région. Oui, c'est mais tout aussi valable. Couper court à tout ce qui constitue source d'incompréhension. Nous avons déjà coupé court. Nous avons déjà coupé court. Mais eux, ils n'ont pas les procès-verbaux. Agbeyome n'a pas les procès-verbaux. Adi n'a pas les procès-verbaux. Ah oui, mais il avait dit que vous avez chassé ces délégués dans un certain nombre de bureaux de vote. Comment il pouvait avoir complet les Ah bon, il n'a pas de procès-verbaux complets. Non, moi je suis en train de supposer. Non. Alors je vous pose la question. Voilà quelqu'un qui n'a pas les procès-verbaux complets. On aurait chassé certains de ces observateurs et il a déjà compilé pour dire qu'il a gagné. Sur quelle base? C'est ridicule, c'est faux. Et raison pour laquelle vous aussi, bien que ayant gagné avec un score très, d'aucuns dit à la stalinienne, mais vous avez refusé aussi de faire publier. C'est pas des scores staliniens, ça on a déjà vu. Jacques Chirac gagne contre Le Pen avec 82%. Personne n'a jamais dit que c'était stalinien. D'accord. Jacques Chirac avait atteint un degré de popularité tel que 82%, c'est normal. Fonia Singbe gagne avec 70%. Les actions qu'il a posées, le projet qu'il a proposé au peuple a séduit les électeurs. C'est pourquoi nous avons ce chiffre-là. Ça n'a rien de stalinien. Docteur Georges Willem Kwesson, il demande dans un communiqué qu'il a rendu public hier soir, il demande à la Cour constitutionnelle de mettre à la disposition de chaque candidat et dans les meilleurs délais un document de compilation comportant les résultats électoraux, bureau de vote par bureau de vote, pour la manifestation de la vérité des urnes et l'apaisement de tous les Togolais. Nous verrons si la Cour constitutionnelle va accéder à cela. La Cour constitutionnelle va lui rétorquer que, monsieur le candidat, et vous, vos procès-verbaux, où sont-ils? Pourquoi le candidat à Siongbon n'envoie pas lui-même des délégués pour qu'on lui amène? Moi, je ne peux pas me présenter à des élections dans ce gare. Je vais à des élections où je suis candidat à la présidentielle et je n'ai pas de délégués dans les bureaux. J'attends que quelqu'un m'amène des procès-verbaux. C'est très curieux ça. On va voir si la Cour constitutionnelle va accéder à cela. Je ne crois rien ne l'oblige à le faire. On va retourner à la question à M. Assion. Bon, mais vous êtes candidat. Et vous, quels sont les procès-verbaux que vos observateurs vous ont ramenés? Voilà la question. Voilà la question. Oui, mais peut-être s'il se permet de le faire et qu'on doute de l'authenticité peut-être de ces procès-verbaux. Mais il faut qu'il les produise et on comparera. Et vous allez apprécier. Non, sur chaque procès-verbal, il y a au moins 7 ou 8 signatures. Je vous dis que j'y assiste. Il y a au moins 7 ou 8. Chacun des candidats a son observateur. Il y a les observateurs du ministère, il y a des observateurs de la Cour, ainsi de suite. Chacun signe. Et on va voir, on va comparer les signatures et les noms. Voilà. Oui, mais là, est-ce que cette piste soulevée par les États-Unis d'Amérique est une piste à négliger totalement? Je ne dis pas qu'on la néglige. Nous allons nous conformer à ces élections, mais nous allons nous conformer au code électoral. Le code électoral que nous utilisons est consensuel. C'est avec l'opposition que le parti au pouvoir d'alors l'a écrit. Ce que nous avons écrit est consensuel, c'est nous, ensemble que nous l'avons demandé. Tant que tout ce que nous faisons se trouve conforme au code électoral, personne ne peut crier haro. Personne ne peut crier haro. Mais M. Agbeyome, dans sa requête ou disons son recours, a également évoqué le cas de l'usage des bulletins prévotés et aussi du vote abusif par procuration. Tout ça, la Cour constitutionnelle a rejeté. Monsieur le ministre, je suis plus petit que la Cour constitutionnelle, n'est-ce pas? Ce que la Cour constitutionnelle a déjà dit, je ne sais pas pourquoi vous vous évertuez à revenir dessus. Je suis trop petit pour contredire ou ajouter quelque chose à ce que la Cour constitutionnelle a dit, M. Joachim. La Cour constitutionnelle a dit, le candidat malheureux, justement, a dit cela. Mais il n'a amené aucune preuve de ce qu'il dit. C'est pourquoi nous recevons sa requête, mais nous la rejetons. Vous recevez sa requête, mais vous la rejetez. C'est ce que la Cour a dit. Alors, allons-nous attendre à un gouvernement d'union, d'ouverture, ou bien unir à gagner, et donc unir va gouverner seul? Moi, vous posez la question à quelqu'un qui a cette expérience-là. Quand le président Faure est arrivé, il a fait un gouvernement d'union, de large ouverture. Je vous l'ai déjà dit d'ailleurs sur ce plateau. Quand Agboibo était Premier ministre, Apollinaire, mon grand frère, il a amené des initiatives de très haute qualité. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui il est décédé que je le dis, mais Georges Hébor, il a été ministre de la communication, un très bon ministre, je peux le dire. Pourtant, c'est un adversaire politique.
Donc, Fonia Singbe est déjà habituel du fait. Nous allons le laisser apprécier lui-même. S'il veut faire un gouvernement d'union de l'âge d'ouverture, c'est son droit, c'est vraiment sa prérogative, ça. Mais je rappelle que ce ne serait pas la première fois. Il a déjà fait plusieurs fois. Il a nommé des premiers ministres de l'opposition. Et des signes annonciateurs déjà? Oh, je ne peux pas le dire. Non, non, c'est trop tôt. C'est trop tôt. Je ne suis pas vraiment au milieu du secret de l'État comme ça. Mais je rappelle ce que moi-même j'ai connu comme expérience en tant que ministre. Le tout premier gouvernement qu'il a formé, c'est Dem Kodo qui était premier ministre. J'étais dans ce gouvernement-là. Oui. Après, il a nommé Agboibo premier ministre. J'étais aussi dans ce gouvernement, donc ça ne serait pas la première fois. Fonia Singbe est un président ouvert. Et maintenant, il a gagné, quelles seraient les priorités ou bien qu'est-ce qui n'avait pas marché et auquel Faure va s'attaquer tout de suite dès lors qu'il va prendre, en tout cas il sera officiellement investi. Alors, monsieur le ministre, permettez, nous allons marquer la pause et on revient dans quelques minutes. Très bien. Audi Actu, c'est du lundi au vendredi de 7h à 8h20 sur Victor FM. Retour en studio avec notre invité, le professeur Charles Kondi Agba, ancien ministre de la Santé, ancien ambassadeur bien évidemment et délégué national du mouvement des sages du Parti uni. Alors tout à l'heure je disais, aujourd'hui Faure est confirmé dans sa victoire, sa réélection autant pour moi par la Cour constitutionnelle, mais quelles sont les priorités auxquelles il va s'attaquer maintenant? Tout est prioritaire dans nos pays qui, malgré 60 ans d'indépendance, tout est prioritaire. L'éducation est prioritaire, l'eau est prioritaire, l'énergie est prioritaire. Donc, chacun de ces problèmes sera pris l'un après l'autre. Si je dois citer, moi, la priorité des priorités, c'est peut-être l'emploi des jeunes. Nous avons 2 universités qui produisent des cadres hautement qualifiés. Il faut pouvoir réfléchir à comment les employer utilement pour le développement du pays. Peut-être que ce serait la priorité des priorités, celle-là. C'est comme ça que je dirais ça. L'emploi des jeunes. Voilà, c'est là qu'il va devoir vraiment peser lourdement. Bien sûr, la fonction publique, parce que jusqu'à présent, c'était le meilleur pourvoyeur d'emploi, et je crois pouvoir dire que le ministère de la Santé, que je connais bien, va concrétiser le concours qui est lancé récemment. Mais vous savez, pour à peu près 1000 postes à pourvoir, il y a plus de 25 000 candidats. Donc, c'est pas ça qui va résoudre le problème. Donc, il y a aussi ces ouvertures vers l'auto-emploi, il y a les agropoles. Les agropoles vont aussi être des opportunités que les jeunes vont apprendre à découvrir. Plutôt que toujours d'attendre 2 ans, 3 ans, 4 ans, un concours qui ne vient pas ou auquel vous ne réussissez pas, il faut faire un effort sur soi-même pour voir d'autres possibilités. Oui, mais on avait écouté un certain nombre de candidats ici qui estimaient qu'il faut aller aussi au retouchement, ou disons à la réforme des curricula que nous avons ici dans nos pays, parce que aussitôt sorti des universités, on n'est pas automatiquement opération sur le marché du travail. Pour ça, c'est un apprentissage. Mais je sais que nos universités, les présidents d'université sont là pour ça. Les doyens de faculté sont là pour ça. Et ce qui se fait au Togo n'est pas quelque chose que nous inventons. Le monde évolue. Les enseignants sont à l'écoute de ce qui se fait ailleurs. Au fur et à mesure, on va s'adapter. Oui, mais monsieur le ministre, le plus souvent, les gens disent, en tout cas, les Togolais, comme les écouter aujourd'hui, la situation est difficile. Et nous, on le sait, nous, la situation est très difficile. L'argent ne circule pas. Est-ce que vous le constatez aussi? Oui, non, mais ça, moi, je suis plus âgé que vous, mais on l'a toujours dit ça. Vous connaissez la formule consacrée, le bon vieux temps. Pour tout le monde, ce qui s'est passé avant, c'était vraiment le bonheur. Et c'est parce qu'on l'a perdu qu'aujourd'hui, on se dit que la situation que nous vivons est meilleure que celle d'aujourd'hui. Mais je pense que toutes les situations se valent. On s'adapte au fur et à mesure. La force de l'homme, c'est de s'adapter. De cela. C'est de s'adapter. Il faut s'adapter au fur et à mesure. Voilà, il faut s'adapter, il faut évoluer avec la situation. C'est ce que moi je peux... On dit que nous sommes des sages, c'est ce que je peux recommander. Ce que nous avons connu comme situation, ça ne peut pas être la même chose. Ça ne peut pas être la même chose. C'est le relèvement du panier de la ménagère aussi qui importe. Oui, bon, qu'est-ce que vous appelez relèvement de la ménagère? Le panier de la ménagère. Oui, allez-y. Les femmes ou les mamans veulent ressentir quand même les effets de tout ce qui se fait dans le pays. C'est-à-dire que le mari touche un peu plus et que le mari puisse lui donner un peu plus pour le marché. C'est ça le panier de la ménagère. Et quand elle aussi amène ses produits au marché, que cela soit très rapidement vendu. Ou bien, si c'est des produits agricoles, que la piste soit praticable. Mais ça, le gouvernement y travaille.
Regardez tout le travail que fait l'ANSAT, le travail d'explication, le travail de l'inventivité. L'ANSAT achète le maïs. Le maïs, l'État l'achète et fait maintenant les cantines scolaires. Voilà un débouché. Sans oublier que nos pays voisins, ceux du Nord en particulier, ont besoin de nos céréales parce qu'eux ne peuvent pas en cultiver. Donc, l'ANSAT, le gouvernement, le ministère de l'Agriculture vont rivaliser d'inventivité pour que les produits se coulent mieux. Et sur le plan santé, le chef de l'État a annoncé quand même la suppression des frais que les mamans payent, les femmes enceintes payent. Oui, tout à fait. Je connais ce sujet. C'est quand j'étais ministre que l'État a fait, à partir du sommet de l'Union africaine de 2010, c'est là-bas qu'on avait dit on ne souhaite plus qu'aucune femme meure en donnant la vie. C'était le slogan de l'époque. Et nous avions mis en place les kits de césarienne. On demandait en septembre 2014. Voilà, on demande seulement 10 000 francs à la femme et au couple qui vient et on leur livrait tout un kit. Alors désormais, le président dit, même les 10 000 là, on ne le leur demandera plus. Désormais, le kit sera offert gratuitement aux couples qui arrivent et dont la femme doit subir une césarienne. À condition que les kits là soient disponibles aussi constamment. En tout cas, quand j'y étais, nous avions une réserve formidable de kits. Je me rappelle même que la directrice des marchés publics était venue les visiter et avait choisi un fournisseur qui nous garantissait un approvisionnement permanent. Donc, jusqu'à ce que moi je quitte, et je ne crois pas d'ailleurs que la situation ait changé, je ne crois pas que les kits manquent. Et le plus souvent, ce sont de très bonnes intentions, émises par le chef de l'État. Mais ceux qui doivent exécuter ou implémenter ces projets-là, c'est eux des fois qui galvaudent la situation. Non, c'est-à-dire quoi? Ils détournent. La corruption, vous devez me donner de l'argent avant que... Voilà un peu les situations auxquelles nos mamans sont confrontées. Je pense que nous avons largement parlé aussi de la corruption. Au fur et à mesure que nous allons, quand je dis nous allons, le gouvernement qu'on va mettre en place va serrer les vis sur les détourneurs. Ces pratiques vont diminuer. Est-ce qu'elles vont disparaître totalement? La corruption, vous savez, c'est comme un serpent, hein. C'est la tentation, c'est des choses qui se font la nuit, en cachette. C'est très difficile à combattre. Ce n'est pas chez nous seulement qu'il y a cette corruption-là. Mais on peut faire un effort pour l'amoindrir. Voilà. 22 21 80 99 92 02 80 63. Monsieur Lawson, vous êtes en ligne. Allô? Alors bonjour, monsieur Jacquin. Oui, bonjour. Bonjour le ministre. Ah, monsieur Lawson, comment allez-vous? Pas la de ça va. Amen. Je voulais poser cette question, toi. Moi, je suis 1914. Et jusqu'à présent, je n'ai jamais vu que le pouvoir a été allé à l'élection pour échouer. Pourquoi? Vous utilisez quelle machine? Et vous n'avez jamais échoué. Toutes les élections, vous gagnez. Vous gagnez. Moi, en personne, je ne comprends rien, quoi. D'accord. Il va vous expliquer tout à l'heure, en tout cas, s'expliquer par rapport à votre préoccupation. Et nous accueillons M. Komi. Allô? Bonjour. Bonjour. J'ai fait un constat amer le 22 et j'aimerais partager ça avec l'invité pour... Monsieur Komi, je vous écoute, oui. Oui, pour avoir une appréciation et les conseils pratiques pour la jeunesse. J'ai vu des jeunes qui ont fait des votes multiples en faveur de votre parti. Et lors des dépouillements même, lorsqu'on parle de bourrage, vous pourrez le constater, c'est votre parti qui en sort gagnant. Quel conseil vous avez pour ces jeunes-là qui se donnent à ce fameux travail au profit de votre parti? D'accord. Et vous allez lui répondre après. Ça fait deux questions. Moi je note. Je vais les oublier. Je vais les oublier. D'accord. Ok, alors, répondez à ces deux personnes. Oui, il y a M. Lanson qui dit pourquoi nous gagnons toujours. Et il dit qu'il est né depuis 1974. Jamais aucun autre parti ne vous a gagné. Oui, moi je suis né en 48 et j'ai déjà vu plusieurs partis se succéder au pouvoir. Mais il faut travailler. Un parti, c'est quelqu'un c'est comme une personne humaine qui va vers les gens, qui explique. Regardez les élections qui viennent de se passer. Regardez les chiffres. On se dirait que certains partis considèrent que notre pays se résout à Lomé, même pas la région maritime. À partir de Tchéviané, non, on ne s'en occupe pas. Comme c'est à Lomé qu'il y a la plus de population, il faut travailler, il faut faire des meetings à Lomé, on crie, et puis qu'est-ce que ça donne comme résultat? Regardez les chiffres. Quels sont ces candidats-là qui connaissent la région des Savanes? Quels sont ceux qui vont dans la région de la Kara? Combien sont venus chez moi à Bassar, à Dankpen? Non,
C'est pas pendant les 14 jours là qu'il faut se faire connaître. Quand vous voyez le parti... Les gens ont voulu aller à Danquin la dernière fois, on les a bloqués. C'est faux. C'était la même chose. Non, la FOSEP a réglé le problème immédiatement et Kodjo a bien fait campagne à Danquin. Si vous parlez de mon pays, il faut faire attention parce que c'est de là-bas que je viens. Moi, j'ai vu le CUT gagner, j'ai vu le Progrès gagner, j'ai vu le RPT ainsi de... Il faut travailler. Il faut que les gens vous connaissent sur le terrain. Si vous ne Donc, autrement dit, le RPT jusqu'à Uni, très bien connu sur le terrain. C'est pour cette raison que vous n'avez jamais perdu. Nous sommes implantés partout, on nous connaît, on voit nos actions et de façon permanente, les cadres, les militants sont sur le terrain pour rappeler voici ce que nous allons faire, voici ce que nous avons fait, voici ce que nous allons faire, ainsi de suite. Alors, monsieur le ministre, monsieur Komi touche du doigt une réalité, oui. C'est-à-dire, il dit avoir vu un certain nombre de jeunes opérer ou bien faire des votes multiples au profit de votre parti. Monsieur Komi a déjà eu sa réponse avec la Cour constitutionnelle. Oui. On ne peut pas voter plusieurs fois parce que regardez mon doigt. L'encre indélébile a été inventée pour ça. Nous avons lutté ensemble. Le parti au pouvoir, l'opposition, jusqu'à ce qu'on obtienne tout ça. Avant, ça n'existait pas. Avant, l'encre indélébile n'existait pas. Lorsque vous avez voté et que vous allez pour retirer votre carte et signer le registre, on vous demande de tremper votre doigt dans cette encre indélébile. Regardez mon doigt, ça va mettre 4 mois avant de s'effacer. Elle est vraiment indélébile. Okay. Comment quelqu'un qui a un doigt déjà avec l'encre, on peut l'admettre encore dans un bureau de vote pour qu'il vote une deuxième fois? Ok, supposons, ou bien admettons qu'il n'y a pas eu de vote multiple. Mais quel conseil donnez-vous aux jeunes qui ont cette propension, cette tentation de pouvoir opérer les votes multiples au profit d'un candidat? Non, la Cour constitutionnelle dit que ça n'existe pas là. Il faut que M. Komi fasse la preuve. S'il a vu... Non, il faut qu'il en fasse la preuve. Et il faut qu'on dise, ah, ça, ce que lui a dit est vrai. Donc, une déclaration comme ça, l'emporte-pièce, on ne peut pas croire ça. Non. Nous allons accueillir Waris. Bonjour. Waris. Ah là là, on l'a perdu, 92 02 80 63 22 21 80 99, allô? Allô? Quelques soucis pour avoir notre auditeur qui se signale sur le 92 02 80 63, allô? Oui, allô? Bonjour, monsieur. Bonjour. Oui, c'est monsieur? C'est monsieur Angelo. D'accord, la question, Angelo. Bonjour, monsieur le ministre. Monsieur Angelo, bonjour. Comment allez-vous? Ah, je vais bien, monsieur le ministre. Oui. Je vous félicite beaucoup pour votre franc-parler. C'est pour ça que... moment, quand vous sortez. Non, nous sommes comme ça à unir. On a le franc-parler. Il faut dire la vérité. Oui, c'est bon. Bon, ma question est la suivante. Est-ce que le gouvernement que vous allez former bientôt, est-ce que vous avez pensé aux jeunes? Est-ce que vous allez insérer les jeunes dans le gouvernement? D'accord. Ou bien vous allez faire encore avec les anciens? Alors, monsieur le ministre. Oui, je veux lui répondre. Oui? Non, je suis moi-même l'exemple. J'ai été ministre dans de très nombreux gouvernements, depuis Yadema, puis Fort, mais maintenant je suis retiré des affaires. Non. Et dans le gouvernement actuel qui est actuellement en activité, il y a de très nombreux jeunes. Regardez le ministre de l'Agriculture. Il a été mon élève à l'école supérieure d'agronomie. C'est un de mes élèves, ça. Donc, le président Faure, qui est lui-même un jeune, va faire avec des jeunes, forcément. Mais je voudrais rassurer l'auditeur pour dire qu'un gouvernement, c'est très compliqué à faire. Il faut un mélange de tout. Il faut des anciens, il faut des jeunes. On ne peut pas prendre seulement des jeunes. Les jeunes sont dynamiques, les jeunes sont bruyants, mais il manque peut-être un peu de sagesse, un peu de pondération. Donc, un gouvernement, c'est beaucoup de choses. Un gouvernement, c'est beaucoup de choses, mais malheureusement, on constate toujours que ce sont les anciens, les caciques qui tiennent toujours. Non, ce n'est pas vrai. Tirent sur la ficelle. Non, citez-moi un nom, je vous dirai. Un gouvernement doit faire un mélange. On ne peut pas prendre seulement des jeunes, on ne peut pas prendre seulement des femmes. Non. Un gouvernement, c'est à l'image du peuple togolais. Dans le peuple togolais, il y a des anciens, il y a nous. Il y a nous qui sommes du troisième âge. Pourquoi vous ne voulez pas qu'il y ait des représentants du troisième âge dans le gouvernement? Il faut que chacun se sente représenté. Donc un gouvernement, ce sera des anciens, ce sera des moins vieux, ainsi de suite. Et puis des tout jeunes. Et à quand alors la célébration de cette victoire? Nous avons commencé déjà.
Ah, nous avons commencé déjà. Vous n'êtes pas passé au siège? Moi, j'y étais hier. Tout de suite après la publication, au siège du parti, c'était une explosion de joie. Et puis, des caravanes ont sillonné la ville. Et puis, nous attendons maintenant que la prochaine étape, c'est l'investiture. Le président va être investi, nouvellement réélu. Alors, monsieur professeur Charles Kondi-Agba, oui. Nous allons boucler cette émission, mais avec cette dernière question. Oui. Aujourd'hui, la tendance voudra dans le monde que les gens fassent seulement 2 mandats et puis laissent la place à d'autres. Tout à fait. Est-ce que cela aura lieu au Togo un jour? Absolument. Absolument. Vous voyez, le président Faure vient de faire un mandat, là, il vient de commencer un mandat. S'il a la chance de faire un deuxième, il va se retirer. Vraiment? Ah, bien sûr, c'est la nouvelle constitution dit ça. Sauf si on la change. Et vous savez bien que dans tous les pays, il y a une jurisprudence qui veut que lorsque la loi fondamentale a changé, on remet les compteurs à zéro. Là, le compteur est à zéro. Une unité, il ne reste plus qu'une. Après quoi, on aura un Donc peut-être si en 2030, vers la fin de 2030, on trouve que Faure n'a pas toujours accompli tout ce qu'il doit, on pourrait encore retoucher à la Constitution? Non, on ne touche pas à la Constitution comme ça. Il faut que l'opposition et le parti au pouvoir soient ensemble. Le parti au pouvoir, d'ailleurs, vous savez, ce n'est pas lui qui a demandé la modification. Hein. Le président Faure est venu, il a trouvé une constitution. On était dans celle-là. Quand vous avez vu toutes les marches, on veut le retour à la constitution de 92, on veut changer. On a changé. Mais quand on change, il y a une conséquence automatique. Demain, il fera beau. Absolument. Il fait déjà beau aujourd'hui. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Ah, c'est moi qui vous remercie, Jachin. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, madame, monsieur. Merci à vous tous qui nous avez reçus chez vous. Audi Actu, 3e rendez-vous de cette semaine. C'est fini. Demain sera également notre rendez-vous. Nous allons accueillir d'autres invités ici sur le plateau. Excellente journée de mercredi 4 mars à toutes et à tous.